Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Révolutionner la valo pour faciliter la vie des fonds. Yann Magnan, CEO et cofondateur de 73 Strings. J'étais arrivé à la conclusion, et quelques-uns de mes collègues par ailleurs étaient arrivés à la même conclusion, je ne suis pas le seul, qu'on faisait tout manuellement et qu'il était temps de mettre un peu plus de technologie dans tout ça. C'est bon d'entendre ça. C'est bon d'entendre ça, je suis tout à fait d'accord. Certains pourraient le discuter, mais moi je pense que c'est bon en fait. Et donc mettre un peu plus de technologie dans des processus, mettre un peu plus de technologie dans l'évaluation de manière générale pour fluidifier le travail et pour rendre les choses plus faciles pour les gens qui font ces métiers-là. Inconnu du plus grand nombre, le métier de valorisateur revêt un rôle central dans l'évaluation des actifs et dans la vie des fonds. Pour bien saisir les enjeux de cette fonction critique, nous revenons avec Yann sur les concepts et normes en place dans différents contextes de valorisation, suivant les catégories d'actifs ou encore les géographies. Nous comprenons que le travail d'évaluation repose malheureusement encore sur des tableurs où le risque d'erreur et l'utilisation le rendent particulièrement inefficient. Et c'est là que ça devient intéressant. Des frictions, du risque d'erreur, des données à collecter et à gérer, du réglementaire et des processus fastidieux. Tous les ingrédients sont là pour y mettre de la tech. Nous étudions des cas concrets de calcul de VNI en VC et Private Equity et voyons où et comment s'inscrit la proposition de valeur de 73 Strings dans toute cette chaîne de la collecte de la donnée à l'évaluation. Yann nous parle de leur advisory board, des premiers clients comme Eurazeo, des fonctionnalités d'auditabilité, du modèle d'affaires et de leur relation avec toute une série d'acteurs, les service providers, les valorisateurs indépendants, les GP, les consultants ou encore les banques. Et nous terminons comme toujours sur la vision de cette jeune start-up qui a beaucoup à apporter à l'industrie de la finance, des entreprises en passant par les asset managers. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Yann. Bonjour Solène. Je suis ravie de t'avoir sur FinScale pour enregistrer dans ce super endroit dans lequel je vais à chaque fois que j'enregistre au Luxembourg qui s'appelle le Bazar et dans lequel je t'invite à venir quand tu viens au Luxembourg. Est-ce que je peux te demander s'il te plaît de te présenter aux auditeurs ? Avec plaisir. Donc je m'appelle Yann Magnan. J'ai 51 ans depuis hier. J'ai fait une carrière relativement longue, un peu plus de 25 ans dans le monde du conseil financier, Corporate Finance Evaluation. Et depuis maintenant 3 ans, je suis start-upper et entrepreneur dans la tech. D'où c'est venu ça ? C'est pas immédiat. Moi, j'ai fait un move un peu similaire et c'est vrai que ça a été un processus finalement. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est fait comment pour toi ? Alors, c'est effectivement un assez long cheminement. Le point de départ, c'est que je suis de formation ingénieur. Donc, j'ai toujours eu un appétit pour la technologie de manière générale. Appétit que j'ai pas pu satisfaire au début de ma carrière professionnelle parce que j'ai commencé directement dans l'audit et ensuite dans l'évaluation d'actifs. Donc, pas du tout dans la technologie. En revanche, j'ai toujours eu une envie de développer ma propre boîte, donc une volonté entrepreneuriale. J'ai commencé chez un Big Four. Ensuite, on m'a proposé de monter le bureau de Paris d'un groupe de conseil financier américain, ce que j'ai fait. Donc, première étape entrepreneuriale, j'ai développé un bureau from scratch, avec cet avantage compétitif extrêmement intéressant pour moi, qui est que c'était pas mon argent. Donc, très bien. Donc, j'ai eu cette expérience. Un galop d'essai, alors ? Un bon galop d'essai, développer un business à partir de zéro, le faire croître. Et puis ensuite, s'est posé la question de se dire, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas que je monte mon propre business ? Donc, quelques années de ça, j'ai répondu par la positive, il faut que je me lance, il faut que je monte mon propre business. Et il m'est apparu évident à ce moment-là que la façon de le monter, c'était en se lançant dans la tech. Et en se lançant dans la tech par rapport à ce que moi je savais faire. Donc, mon métier d'évaluateur, mon métier en corporate finance, j'étais arrivé à la conclusion, et quelques-uns de mes collègues par ailleurs étaient arrivés à la même conclusion, je ne suis pas le seul, qu'on faisait tout manuellement et qu'il était temps de mettre un peu plus de technologie dans tout ça. C'est bon d'entendre ça. C'est bon d'entendre ça, je suis tout à fait d'accord. Certains pourraient le discuter, mais moi je pense que c'est bon en fait. Et donc mettre un peu plus de technologie dans des processus, mettre un peu plus de technologie dans l'évaluation de manière générale pour fluidifier le travail et pour rendre les choses plus faciles pour les gens qui font ces métiers-là. Alors moi, j'ai touché du doigt dans ma carrière la valorisation des actifs à différents moments, que ce soit quand j'étais analyste financier, dans les fonds d'investissement, les calculs de NAV, de valeur nette d'inventaire, ou quand j'ai travaillé dans la banque. Est-ce que tu pourrais nous expliquer finalement ce que c'est que le métier de valorisateur, valuer en anglais, c'est ça, et qui a besoin d'outils finalement pour de la valo? Oui, assez vaste, j'imagine. Mais... Je te regarde et je me dis c'est très très vaste comme question. Alors je vais peut-être commencer par le départ. À quoi sert une évaluation de tiers ?
Une évaluation de tiers sert à donner de la confiance. Quand on est analyste financier, on va effectivement donner la confiance à des parties qui vont transacter sur un actif. Quand on est évaluateur, type évaluateur indépendant, dans un cabinet de conseil, dans un cabinet d'audit, le travail que l'on va réaliser et l'opinion qu'on va émettre va servir également à donner de la confiance. Quand on est auditeur et qu'on revoit une évaluation, on donne de la confiance à des interlocuteurs sur la valeur de certains actifs. Donc ça, c'est le premier point. C'est effectivement à quoi ça sert. Ça sert à donner de la confiance. Le deuxième point, c'est que l'évaluation est un mix entre de la science et de l'art. J'ai dit ça à tous les jeunes qui viennent me voir, que je prends en stage ou en débutant, qui me posent la question, qu'est-ce que l'évaluation ? C'est une science, parce que c'est très mathématique. On parle de modèles de discounted cash flow, donc il y a beaucoup de maths, pas forcément des maths extrêmement sophistiquées, mais en tout cas, il y a beaucoup de formules mathématiques. Je revois mes feuilles Excel. Voilà, c'est ça, plein de feuilles Excel. C'est là où je voulais en venir, beaucoup de feuilles Excel. Ouais. Mais à côté de ça, c'est aussi un art, parce que à la fin, pour émettre une valeur sur un actif, il faut qu'il y ait quelqu'un qui émette un jugement, qui se dit, finalement, compte tenu de toutes les informations que j'ai reçues, compte tenu de tous les calculs que j'ai pu faire, je pense que la bonne valeur est X, Y ou Z. Ou dans une fourchette entre A et B, dans une fourchette entre C et D. Donc d'un actif financier, d'une société, d'un parc d'immobilier, d'un dérivé, de n'importe quoi en fait. D'accord. Il y a toujours du jugement. Il y a toujours une part de jugement qui doit être mise en œuvre. Donc l'évaluation, c'est ça. C'est à la fois une opinion qui sert sur le marché, qui sert à fluidifier, à créer de la transparence, et donc à faciliter des transactions. Et c'est de l'autre côté, techniquement, effectivement, des calculs avec du human judgment. Est-ce qu'il y a une normalisation en la matière dans le métier de valorisation ? Alors, oui et non. Ouais. Oui, il y a des normalisations. Il y en a plein, en fait, de normalisations. Ouais. Est-ce qu'il y a une normalisation ? Non. Déjà, la valeur va quelque part dépendre du contexte dans lequel on l'établit. Tu peux prendre des exemples pour nous donner des idées ? Alors, tu parlais tout à l'heure d'une analyse financière. Un analyste financier va en général se prononcer sur la valeur d'un actif, pas aujourd'hui, mais potentiellement à 6 mois ou à 1 an, dans le cadre d'un marché organisé. Une autre type d'évaluation, ça va être une attestation d'équité, une opinion qui va elle se positionner à un moment spécifique de la vie d'une société ou d'un actif financier. Un troisième contexte peut être le contexte comptable, par exemple. Ouais. Les normes comptables, quasiment toutes les normes comptables dans le monde, aujourd'hui considèrent les notions de valeur, de juste valeur, de valeur d'utilité. Les termes peuvent être différents. Et les concepts, d'ailleurs, sont différents suivant les termes, en fonction des normes comptables. Mais effectivement, tout ça existe et effectivement, ça revêt un certain nombre de connotations différentes, mais à la fin, tout ça, c'est un travail d'évaluation. Les méthodes de base restent les mêmes, très souvent, mais effectivement, l'attendu n'est pas forcément toujours exactement le même, et donc les points de passage pour arriver à cet attendu ne sont pas forcément exactement les mêmes non plus. D'accord. Donc les notions et règles en matière de valorisation suivant les différents actifs diffèrent, bien entendu, que ce soit au niveau de l'actif, mais aussi au niveau des géographies. Oui, alors au niveau de l'actif, tout à fait, au niveau des géographies également. Il y a des instances qui se sont créés pour essayer de normaliser au niveau international la façon dont une évaluation est faite. Par exemple, l'IVSC, International Valuation Standard Board, dont je fais partie, est une de ces instances. Mais chaque pays, localement, va également avoir un jeu de règles qui va lui être propre. Le plus souvent, ces règles propres sont liées au contexte fiscal. Alors, il y a un des points sur lequel j'aimerais qu'on se focalise, c'est le concept de valeur nette d'inventaire. Moi, je m'étais gratté la tête sur un dossier d'agrément, je vais te dire, je vais être assez honnête avec toi, sur un dossier d'agrément d'administration de fonds de private equity. Et on s'était creusé la tête pour savoir qui faisait les contrôles de valeur nette d'inventaire entre l'entité A, l'entité B, et quelles étaient les mesures de suivi de risque et d'analyse de risque qui étaient faites. Donc je connais un petit peu, mais j'aimerais que tu creuses un petit peu et que tu nous expliques comment on calcule une valeur nette d'inventaire, à quoi ça sert, qui est concerné, finalement prendre un use case assez pratique, je ne sais pas, d'un OPCVM classique, une SICAV action européenne par exemple. Qu'est-ce qu'une valeur nette d'inventaire ? Vous êtes un fonds d'investissement, on va investir dans des actifs financiers, et la valeur nette d'inventaire, c'est en fait la somme de toutes des valeurs de tous ces actifs financiers dans lesquels il a investi.
Et donc cette valeur va dépendre de la typologie des actifs dans lesquels le fonds a pu investir. Et les normes qui sont applicables à l'estimation de ces valeurs-là peuvent être différentes suivant que le fonds soit un OPCVM basé en France, à Luxembourg, un autre type de fonds dans un pays autre. Effectivement, chacun de ces pays vont avoir des règles locales qui peuvent être différentes. Toute la question est de savoir comment tout ça est comparable à la fin. Si on fait juste un fonds, parce que j'ai pas mal de personnes qui nous écoutent, qui viennent du VC, est-ce que si on zoome spécifiquement sur le VC, comment les actifs sous-jacents sont valorisés et comment on calcule une VNI sur ce genre de fonds? Alors, les venture capitalistes ont dans leur portefeuille des titres dans des startups. Ouais. Ces titres peuvent être de différentes natures. Parfois, des actions ordinaires. Parfois. Très souvent, maintenant, des preferred shares. Ou tout autre type d'instruments dérivés, de warrants et ainsi de suite. Ce que va mettre dans son actif net le fonds de VC, c'est les titres qu'il détient. Donc ça va être les valeurs de ses actions ordinaires, de ses preferred ou bien de ses warrants. Donc toute la complexité pour un fonds de VC sur l'évaluation de sa NAV, elle est à 2 niveaux en fait. Le premier niveau, c'est combien vaut la start-up dans l'absolu. Le deuxième niveau, c'est une fois que j'ai fait cette évaluation, combien valent les instruments dans lesquels moi j'ai investi. Sachant que chacun des instruments ne porte pas les mêmes droits, bien sûr. Les mêmes droits légaux et les mêmes droits économiques. Donc comment est-ce qu'on alloue la valeur du tout à chacun des instruments qu'il compose? Ouais. Donc ce sont ces deux étapes qui sont critiques. D'ailleurs, ce sont ces deux étapes qui sont critiques chez tout type de fonds d'investissement. Ouais. Chez un fonds de VC, la différence par rapport à un fonds de PI, c'est que l'estimation de la valeur du sous-jacent de la société est rendue parfois plus simple par le fait qu'il y a des transactions relativement fréquentes. Les fameux rounds de financement, série A, B, C, qui ont eu tendance ces derniers temps à se rapprocher. Donc les références de valorisation sont relativement fréquentes. En revanche, l'allocation de cette valeur à chacun des instruments financiers est extrêmement compliquée parce qu'à chaque nouveau round de financement, il y a de nouveaux instruments qui sont émis. Entre-temps, la société a probablement émis des stock options, des warrants ou autres types d'instruments optionnels à ses employés, à ses advisors, whomever. Et donc cette allocation-là est rendue plus compliquée. Chez un fonds de private equity, l'évaluation du sous-jacent de la société est parfois plus compliquée parce que ce sont des sociétés qui vivent et pour lesquelles il n'y a pas forcément de tour de financement récurrent. En revanche, la partie allocation de la part de valeur qui est détenue par le fonds est, elle, en général plus simple. Donc il y a ces nuances-là. Ok, merci. Maintenant, si on prend l'exemple du CFO d'une petite boutique qui gère, je sais pas, 500 millions d'euros d'actifs sous gestion, comment est-ce qu'ils s'y prennent? On parlait de feuilles Excel, je vois le genre, mais est-ce que c'est encore comme ça? Comment est-ce que les CFO calculent actuellement? Quelles sont les frictions que toi tu vois apparaître dans des petites boutiques? Une immense partie du marché aujourd'hui est Excel. Au secours. Quasiment l'intégralité du marché, en fait, en matière d'évaluation de ses actifs chez les fonds d'investissement, l'évaluation récurrente, est faite sur Excel, qui effectivement est quelque part une gabegie. C'est-à-dire qu'on parle d'évaluation qui doivent être faites de manière récurrente. Récurrente, on est aujourd'hui en moyenne sur le marché sur des évaluations trimestrielles. Donc tous les trimestres, vous devez faire l'évaluation du même actif. Vous prenez une feuille Excel du trimestre d'avant, vous mettez à jour, changez la période, changez les données de marché, changez les données financières de la société pour créer la nouvelle valorisation. Tout ça est fait sur Excel. Donc Excel, c'est super, c'est flexible. On entend ça très souvent. Excel, c'est super, c'est flexible. Risque d'erreur, top. Mais alors, moi, j'ai des fat fingers et je pense que je ne suis pas le seul. et alors là, c'est juste... le premier point, c'est effectivement, il y a un risque d'erreur de modèle qui est colossal. Le deuxième point, c'est qu'il y a une perte de temps qui est colossale également. Ce travail d'évaluation est fait aujourd'hui, peut être fait par deux catégories de personnes. Il est fait soit par les équipes d'investissement qui vont mettre à jour ce modèle. J'ai tendance à penser que les équipes d'investissement ont mieux à faire que de perdre du temps sans blague à mettre à jour des modèles Excel. Ou bien c'est fait par les équipes de finance et d'évaluation. Certains fonds, de plus en plus de fonds d'ailleurs, ont des équipes qui sont dédiées à l'évaluation de leurs actifs, qui effectivement doivent aller récupérer de l'information à l'extérieur, doivent passer du temps à mettre à jour ces modèles. Ça prend du temps, ça n'a pas une haute valeur ajoutée, ça n'a pas une haute valeur intellectuelle, et puis le risque d'erreur est relativement élevé. Mais effectivement, aujourd'hui, l'essentiel du marché, c'est Excel.
Et est-ce que ce qu'on appelle des service providers, donc des grosses fiduciaires, etc., qui font ce travail d'administration de fonds, est-ce qu'eux aussi ils travaillent sur Excel ? Alors, quand ils font les évaluations, ce qui n'est pas toujours le cas, Ouais. ils travaillent également pour la plupart sur Excel. Alors, est-ce que toi, tu es parti, ou vous êtes parti, je sais pas, tu vas nous décrire tout ça, de ce pain point particulier, ou c'est finalement un cheminement qui vous a amené à vous positionner sur ce pain point spécifiquement ? Oui, alors nous, on est arrivé sur ce pain point spécifiquement, effectivement. Pourquoi ? Parce que, comme tu le sais, la technologie sert à un use case particulier qui est le process. La technologie est d'autant plus pertinente que tu mets dans ta technologie quelque chose qui est un process qui est fait de manière récurrente. Quand on a démarré notre réflexion sur 73 Strings, quand on s'est lancé, on s'est dit voilà, il y a effectivement de plus en plus d'évaluations qui sont faites sur des actifs qui sont de mon côté. Il y a de plus en plus d'évaluations qui sont faites sur les mêmes actifs de manière récurrente. Donc effectivement, ça devrait être un point de départ relativement favorable à la mise en place d'un outil d'automatisation, de process, et donc à une technologie. Maintenant, comme je l'expliquais, moi j'ai un background, j'ai fait 3 ans en audit, ça m'a beaucoup marqué. J'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup marqué. T'auditais quoi ? J'auditais en l'occurrence des boîtes industrielles. D'accord. Par ma formation d'ingénieur, on m'a mis sur les boîtes donc industrielles. Rien à voir avec les fonds. Rien à voir avec les fonds, absolument rien à voir. Mais j'ai quand même ce background où je me dis, alors développer une entreprise, c'est super, être entrepreneurial, c'est super, mais tout ça, c'est du risque. Comment est-ce qu'on limite le risque ? Donc ça pour dire, quand on a lancé le développement de notre outil d'évaluation, on s'est dit, cet outil va venir couvrir un besoin d'évaluation récurrente chez des clients, principalement des fonds, mais si jamais on n'est pas successful à devenir une boîte de technologie, il faut qu'on puisse devenir des consultants avec notre propre technologie. Et donc on a poussé l'outil relativement loin dans son développement, justement par rapport à ça, pour pouvoir se dire, si jamais on n'y arrive pas, si jamais on ne vend pas de licence de notre technologie, on va devenir des consultants et on va faire le travail avec notre propre outil. Donc il faut qu'il soit relativement efficient et très sophistiqué. Ok, top. Et alors vous avez commencé à combien ? T'étais tout seul ? Alors en fait, la société a été commencée par d'anciens collègues que j'ai connus dans ma boîte précédente. Moi, je les ai rejoints 1 an après qu'ils aient démarré. En quelle année ? En 2020. Hyper récent ? C'est relativement récent. On était 25 à l'époque. Parce qu'on s'est parlé il y a 2 ans. Oui, tout à fait, ça va vite. En même temps, alors, ils avaient démarré une petite année avant sur une thématique très légèrement différente qui était toujours de fournir un service à des fonds d'investissement, mais plutôt de se focaliser sur la partie front office. Donc comment est-ce que l'on assiste des fonds d'investissement à identifier des cibles plus rapidement, plus facilement. Okay. Un petit peu un concept à la Netflix. Vous avez aimé House of Dragons, vous allez aimer. D'accord. Je sais pas quoi. Voilà. Ouais. C'était un peu l'idée. Mais dans cette plateforme, ils avaient également développé un outil d'évaluation et quand je les ai rejoints, c'est cette plateforme que l'on a décidé de pousser à l'étape d'après. Donc effectivement, c'était en 2020. On est aujourd'hui une 50aine de personnes en interne. On a des contracteurs qui nous aident notamment sur le développement de certaines parties non critiques de notre plateforme, entre 15 et 50 personnes suivant les semaines. Top. Vous avez des investisseurs Alors aujourd'hui, Friends and Family. D'accord. Friends Family Advisors. Ah oui, justement, ton board advisor, ton advisory board, est-ce que tu pourrais nous en parler et nous expliquer quel est son rôle ? Parce que j'ai quand même trouvé assez solide. Merci. Il y avait des très gros noms derrière. Très très solide, ce board. Il y avait Alain Kinch de mémoire. Alain Kinch, tout à fait, nous a rejoints. On a des profils assez variés dans ce board. On a des banquiers, on a des auditeurs, on a des évaluateurs, plutôt des gens qui ont eu des carrières à haut niveau dans des Big Four, dans des cabinets de conseil. On a également quelques personnes qui ont créé des boîtes de tech dans le monde, des fonds d'investissement, et qui les ont revendus. Donc on a effectivement cet aéropage relativement divers. L'idée pour nous était de nous adjoindre des expertises et des compétences complémentaires à celles que l'on a en interne. Donc effectivement, on a par exemple Alain Kinch, effectivement, qui est un auditeur, on a un autre auditeur de chez EY qui s'appelle Christian Mouillon. Pourquoi ? Parce que en fait, quand on a développé notre outil d'évaluation, on a pensé que faciliter l'évaluation pour nos clients est important, mais également ce qu'on souhaite faciliter, c'est l'audit de cette évaluation. Et donc pour ça, il était important qu'on ait des gens avec nous qui nous apportent cette compétence que nous on n'a pas forcément. 3 ans d'audit quand tu es junior, ça t'apporte pas grand-chose.
ça t'apprend à travailler ça beaucoup. t'apprend à travailler beaucoup, mais je veux dire, ça t'apporte pas grand-chose par rapport à notre use case chez 73 String, c'est ce que je voulais dire. Donc effectivement, Alain et Christian nous apportent ça. Et donc on a complété effectivement notre expérience et notre expertise propre à l'équipe interne avec ce qui nous semblait manquer pour être sûr d'aller aussi loin que possible et aussi vite que possible. Alors, votre focus, c'est quand même l'industrie des fonds d'investissement. Hein. Aujourd'hui, oui. Ouais. Et on a commencé par ça. Ouais. Notre outil est, ou sera demain, tout aussi pertinent pour les banques, pour les asset managers qui de plus en plus font du liquide, pour les corporates qui de plus en plus ont des problématiques d'évaluation récurrentes de leurs actifs. Les corporates qui peuvent être cotés, mais tous leurs actifs à l'intérieur de la balance sheet ne sont pas cotés et parfois ils peuvent avoir des besoins récurrents d'évaluation. Donc on a une approche assez holistique de l'évaluation des actifs. Tout ce qui est illiquide nous intéresse, mais effectivement on a commencé par les fonds d'investissement. Pourquoi ? Parce que c'est là où le besoin de récurrence est le plus fort. Oui, tout à fait. C'est clair. C'est là où il y a le plus gros pain point. Puisque tu as des obligations réglementaires, tu es obligé de rendre des comptes à tes investisseurs. Tu es obligé de rendre des comptes. Au-delà des obligations réglementaires, la période actuelle nous le prouve par ailleurs bien, en fait. Les LPs veulent avoir de l'information sur leurs actifs, sur la valeur de leurs actifs, de manière récurrente. Alors, dans un monde normal, de plus en plus, on est sur du quarterly, ce qui est déjà pas mal. Dans un environnement comme celui dans lequel on vit depuis 6 mois, moi j'ai certains de mes clients aux États-Unis qui me disent mais toutes les semaines, je reçois un coup de fil du top management, de l'executive board de mon fonds qui me dit voilà, j'ai reçu un coup de fil de tel LPs en Californie, il faut qu'on refasse tourner les évaluations. Quand vous êtes un fonds de venture avec 500 actifs, good luck. 500 actifs, 500 modèles Excel, good luck. Beaucoup de chair à canon. Super intéressant. Alors, dans ce que tu as décrit, on imagine derrière toute la mécanique, toute la bécane plutôt, d'intelligence artificielle et de données qu'il vous faut. Est-ce que tu pourrais revenir spécifiquement sur ça, à savoir quel genre de modèle vous faites tourner en interne et comment vous nourrissez ce modèle d'IA ? Alors en fait, l'IA vient dans un second temps. La première partie de la plateforme, c'est ce qu'on appelle du process automation. Donc c'est le propre de toute plateforme. On met un process sous format de plateforme et cela facilite, le fait de l'avoir sous plateforme, facilite la réalisation du process. L'intelligence artificielle, elle vient à un second niveau pour nous, qui est la suivante, c'est que quand j'étais consultant, jeune consultant et puis moins jeune consultant, je me suis rendu compte que je passais un temps monstrueux à lire des documents pour essayer d'en extraire 3-4 informations qui étaient pertinentes pour moi, pour le travail que je devais faire pour mes clients. Moins jeune consultant, je faisais faire ça à des jeunes et ça prend énormément de temps. Et donc en fait on est parti du use case qui consiste à se dire mais est-ce que la machine pourrait pas faire ça ? Est-ce que la machine pourrait pas lire du texte, scraper la donnée et la structurer dans un data lake, qui sera le point de départ ensuite à faire plein de choses. Alors à faire l'évaluation, oui bien sûr, mais par ailleurs on a développé récemment, on vient de le sortir de l'usine, un outil de data collection and monitoring, donc de suivi des actifs. Et en fait qu'est-ce qu'on fait ? On a des algorithmes de reconnaissance de caractère couplés à des algorithmes de processing du langage qui vont lire des documents, PDF, PowerPoint, Excel, email, même quelque chose que tu as écrit à la main, vont lire ces documents, vont comprendre le contexte, vont identifier les bonnes tables à l'intérieur de ces documents, collecter l'information, la structurer dans un data lake et ensuite ça peut être utilisé pour l'évaluation ou pour toute autre chose. D'accord. Donc c'est à cet endroit-là qu'on utilise l'intelligence artificielle et donc c'est plutôt du processing du langage. On a beaucoup de gens qui nous posent la question, mais pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de développer des algorithmes qui donneraient la valeur d'un actif ? Oui, tout à fait. Ouais. Alors le jour où je fais ça, je deviens hedge fund. C'est simple. Ouais, c'est clair. Mais en revanche, si je fais ça et que je vais dire aux auditeurs de chez EY, Price, KPMG, Deloitte, whatever, Mazars, et les gars, j'ai un algorithme qui me sort la valeur des actifs de chacun de mes clients, de vos clients, mais je ne sais pas comment je le fais. En fait, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas auditable. Oui, tout à fait. Donc, toute la question, en fait, je reviens au point de départ de l'interview qui était à quoi sert une évaluation ? C'est une opinion et ça sert à donner de la transparence. Si on part de ce principe-là, l'algorithme qui spit out a number, ça ne marche pas en fait dans ce qu'on fait. D'accord. Mais par contre, la technologie, effectivement, il y a plein de use cases. Et notamment sur l'intelligence artificielle, tout ce qui est processing du langage, c'est fantastique. Ça permet de gagner un temps monstrueux. Ah, mais c'est clair.
C'est épatant. Et alors, actuellement, si un fund manager nous écoute, ou quelqu'un qui lance un fonds, qui veut travailler avec vous, comment ça se passe et à quoi il a accès concrètement ? Alors, il nous appelle. On est très réactifs parce qu'on a un passé de consultant. Donc, en fait, dès qu'un client nous appelle, on répond. Ok. Comment ça se passe ? La première partie du process, en général, ça commence par une démo. À l'issue de cette démo, on propose au client de faire un test de la plateforme. Ou des plateformes. Donc, on a 2 plateformes aujourd'hui qui sont connectées. En fait, c'est la même technologie, même d'ailleurs, de base. C'est plus qu'elles sont connectées, ce sont les mêmes technologies. Donc, la plateforme qu'on appelle Qubitex, qui est la plateforme d'évaluation, et GravitonX, qui est la plateforme de data collection et monitoring. Okay. Quand les deux sont connectés, c'est-à-dire qu'on collecte la data, on fait le monitoring des actifs, on en fait l'évaluation, on reporte cette nav aux LPs. Donc, on a vraiment toute la chaîne du middle office. Mais on peut les vendre séparément. Certains clients qui nous contactent uniquement pour la partie data collection monitoring, d'autres uniquement pour la partie valuation. Donc en tout état de cause, lors d'un process, premièrement une démo, deuxièmement si la démo plaît, un test, sandbox et ou avec un actif du client dans la plateforme. Pourquoi un actif du client dans la plateforme ? Parce que ça nous expose un peu plus. C'est-à-dire, mais ça permet quand tu dis, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va demander au client de nous donner un actif, nous donner les éléments de documentation de l'évaluation d'un actif. Et on va intégrer cet actif dans le sandbox que le client va tester. Et c'est quoi le genre de documentation qui peut t'aider ? Ça va être un modèle Excel en général, puisqu'ils font leur évaluation sur Excel. Plus, ça va être 3-4 board deck qui ont été reçus récemment et qui sous-tendent ce modèle Excel d'évaluation, plus un annual report et ainsi de suite. Donc on intègre tout ça dans la plateforme. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que du coup, le client en vient ensuite à tester la plateforme sur un actif qu'il connaît déjà. Donc nous, ça nous expose plus. Mais comme l'outil est très bon, ça permet au client de faire un compare-contraste entre l'outil et quelque chose qu'il connaît déjà. Et donc, de se faire un avis plus tranché, plus rapidement. À la fin, l'étape d'après, c'est qu'il signe le contrat. Voilà, mais à la fin, donc l'output, une fois qu'on rentre que la data est collectée par... donc tu mets en place le processus, tu connectes pour obtenir la data, ou tu donnes un moyen au CFO de rentrer la data, et ensuite, votre système va calculer de lui-même la NAV trimestrielle. C'est comme ça que ça fonctionne ? Il va le calculer. Ou c'est simpliste ? C'est presque ça. Il va calculer de lui-même la valeur de chacun des actifs sous-jacents avec... Je dis de lui-même, c'est pas tout à fait vrai, avec un input majeur qui est le fameux human judgment auquel je faisais référence tout à l'heure, qui là va être, ce human judgment va venir en général de l'équipe du CFO ou bien des équipes d'investissement si c'est elles qui sont à la manœuvre. Ce human judgment va être pris en compte dans la plateforme. À partir de là, effectivement, la plateforme calcule la valeur de l'actif, l'agrège pour pouvoir calculer la NAV. D'accord. Les clients qui font appel à vous, c'est quel type de fund manager ? Quelle taille ? Tous. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Non, mais encore une fois, pourquoi ? Parce que en Europe, aux États-Unis. Et c'est vrai. Donc notre premier client est un des plus beaux GP français européens. Tu peux pas le dire ? Allez, c'est sur votre site. C'est vrai. Donc c'est Eurazeo, effectivement. Bravo. On remercie très chaleureusement. C'est des gens avec qui on travaille aujourd'hui, mais qui nous ont fait confiance au départ, avec qui on a finalisé le développement de notre plateforme. Quand on a commencé à travailler avec eux, la plateforme était à 90-95% finalisée. On a fait les 5-10% restants du chemin avec eux. Donc on les remercie très, très chaudement pour cela. Mais c'était effectivement notre premier client. Aujourd'hui, on a des clients en France, en Belgique, très prochainement à Londres, et on a des clients déjà aux États-Unis. La typologie de manager à qui la plateforme s'adresse, elle est holistique sur la taille. Donc, j'avais une démo juste avant de venir ici avec un fonds basé à Londres qui gère 100 millions de pounds, ce qui c'est très bien pour eux, c'est pas très gros non plus. Et on a des proof of concept en cours au Canada ou aux US avec des managers qui gèrent plus de 400 milliards. D'accord. Donc on est sur toute la chaîne. Qui peut le plus, peut le moins. Exactement. Qui peut le plus, peut le moins. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on en est là ? Parce qu'effectivement, quand on a développé la plateforme, on l'a développée en se disant il faut vraiment qu'on la pousse très loin si jamais on est obligé de l'utiliser pour nous-mêmes. Ce qu'on ne souhaite pas faire. Mais effectivement, du coup, elle est pertinente pour beaucoup de gens. En termes d'actifs, on couvre private equity, growth, venture capital, private credit. On est à 70-80% du chemin sur infra. Top. On va terminer
Real estate. Probablement infra avec un ou peut-être deux des fonds de pension canadiens. Et real estate, c'est un vaste sujet. Real estate, on l'a clairement en ligne de mire. Ouais. Le real estate est une asset class sur laquelle on a un concurrent qui existe depuis une dizaine d'années, qui est très très entrenched sur le marché. Tous les gens avec qui je parle ne sont pas très contents de la performance, Okay. mais ils sont très très entrenched. D'accord. Donc on cherche aujourd'hui un fonds d'immobilier de premier plan D'accord. qui serait prêt à nous accompagner sur le last mile, sur le message est real lancé. estate. on a quelques pistes déjà. On a quelques D'accord. pistes notamment du côté du Canada et des US. D'accord. Donc là, tu parlais des GP. Donc ton intervenant principal, ton prospect, c'est le GP du fonds. Mais est-ce que les valuers, les independent valuers, donc les gens qui remplissent ce rôle-là de manière externalisée, est-ce que eux ne pourraient pas également utiliser votre outil ? Mais complètement. Vous en avez ? Et pour la même raison que j'évoquais précédemment, qui est que quand on a développé la plateforme, on l'a poussée très très loin, de manière à ce qu'elle puisse être utilisée par un tiers. évaluateur Ouais. et par des tiers. D'accord. Donc oui, la réponse est oui. On est même allé plus loin, c'est-à-dire qu'on a des fonctionnalités dans la plateforme qui sont dédiées aux GPs et d'autres qui sont dédiées aux auditeurs ou aux gens qui sont censés revoir les évaluations. Donc on a ça dans la plateforme. Donc la réponse est oui. Maintenant, on est également early stage, comme tu faisais remarquer tout à l'heure. On a vraiment démarré en 2020 sur ces fonctionnalités d'évaluation. Ouais. On s'est vraiment lancé commercialement au début de l'été 2022, donc ça fait quelques mois. Et donc, on a décidé aujourd'hui de se focaliser sur les GPs, mais l'étape d'après, effectivement, GPs, LPs, consultants, asset managers, banques. Top. Voilà. Votre modèle d'affaires, c'est quoi ? Très simple. Un nombre d'actifs fois une licence par actif qui tourne dans la plateforme. D'accord. Et question, parce que je pense toujours à la sous-traitance et aux obligations d'audit que tu as quand tu sous-traites des activités. Donc là, il ne s'agit pas de sous-traitance, mais est-ce que vous avez des demandes d'ailleurs de la part de vos clients pour être audités, pour que votre plateforme soit elle-même auditée ? Alors oui, tout à fait. Ça fait partie de l'équation. On a en fait dans la plateforme, on a des fonctionnalités d'auditabilité, c'est-à-dire que la plateforme va automatiquement identifier entre deux périodes d'évaluation sur un actif donné ce qui a changé. Vous aviez un échantillon de sociétés comparables pour déterminer un multiple d'EBITDA dans lequel il y avait 5 sociétés et puis la période d'après, il y en a 7. Il y a 2 nouvelles. En fait, la plateforme va automatiquement identifier ça, va l'identifier à l'utilisateur, ce qui va lui permettre de renseigner dans la plateforme pourquoi est-ce qu'il a rajouté 2 sociétés dans son échantillon, ce qui fait que quand l'auditeur viendra, Audit trail. Ce sera audit trail. Ouais. Ce sera déjà là en fait. Ouais. Donc on aura l'audit trail. Donc on a ces fonctionnalités dans la plateforme. Et donc l'idée effectivement est de simplifier l'intégralité de la chaîne. Yann, on arrive à la fin de notre entretien. Est-ce que tu pourrais nous préciser quelles sont vos prochaines étapes ? Alors nos prochaines étapes, alors déjà on a déjà beaucoup de choses à faire. Donc on a 2 plateformes effectivement, la plateforme d'évaluation, la plateforme de collecte de données. Que l'on continue à développer, même si elles sont aujourd'hui tout à fait opérationnelles. L'infrastructure, le real estate, donc beaucoup de choses qui vont nous occuper. Si on va un tout petit peu plus loin, le processus d'évaluation d'un actif est celui qui demande le plus d'informations, le plus de data points. Et on observe ça en fait avec nos clients, c'est qu'effectivement pour que ces évaluations soient correctement faites, on fait rentrer dans nos plateformes énormément de data points. L'étape d'après est très probablement de travailler avec nos premiers clients pour voir comment on peut utiliser ces data points pour en tirer plus d'informations, des benchmarks, des indices. Ouais. Alors avec un caveat énorme qui est la confidentialité individuelle de la data. Aucun de nos clients, bien évidemment, ne souhaite que ces informations individuelles sur chacun des actifs soient divulguées à ses concurrents, et ça, on est extrêmement vigilant là-dessus. Mais est-ce qu'on peut réfléchir à partir de ça à créer des moyennes, des indices ? Oui, très probablement. Donc, ce sera l'étape d'après pour nous. Top. Et pour ça, effectivement, il faudra qu'on travaille avec quelques premiers clients qui sont prêts à nous accompagner sur ce type de démarche. Génial. Pour conclure, je vais te demander de nous recommander un ouvrage, un livre ou que tu nous donnes de l'inspiration. Je vais vous recommander l'ouvrage que j'ai décidé de lire au moment où j'ai décidé de démissionner de ma boîte précédente pour me lancer en tant qu'entrepreneur avec mon propre capital cette fois-ci. C'est un ouvrage du fondateur d'Apax au UK, Sir Ronald Cohen,
qui s'appelle The Second Bounce of a Bull. Tout le sujet est autour de la prise de risque, des opportunités et de l'entrepreneurship. J'ai trouvé ça assez éclairant pour moi. Ok, super. Après, je vais peut-être créer plein de vocations de gens qui vont se lancer comme entrepreneurs. Je suis sûr qu'ils sont très très successful, mais il y a également du risque. Ouais, c'est clair. Soyons clairs. Ok, merci Yann, c'était super intéressant. Merci d'être resté hyper pragmatique. Je t'en prie, merci à toi. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!